Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur TV Vendée ce lundi 4 mai dans votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin après ce premier week-end prolongé du mois de mai. Ce n'est que le premier, il y en aura plusieurs durant ce mois de mai, on aura l'occasion d'en reparler. Comme tous les matins, vous pourrez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. Je vous rappelle que depuis ce lundi matin et toute la semaine, nous vous proposons dans l'invité de la matinale une série d'entretiens avec les maires des grandes villes du département. Nous sommes allés à leur rencontre après les dernières élections municipales. Les maires de Luçon, Fontenay-le-Comte, Challans, La Roche-sur-Yon ou encore Les Herbiers. Nous avons commencé ce matin avec Ludovic Augbon, le maire de Fontenay-le-Comte. Interview version longue à retrouver sur le site tvvendée.fr. On commence tout de suite par faire un point maintenant sur la météo pour aujourd'hui. Météo un petit peu compliquée en ce début de semaine avec d'abord un ciel très nuageux ce matin sur l'ensemble du département. À compter 8 degrés dans les terres, 10 sur le littoral vendéen. Et dans l'après-midi, bien c'est la pluie qui sera au rendez-vous sur l'ensemble du département. Une pluie plus marquée dans les terres. Prudence dans le sud-est de la Vendée où des orages sont également attendus dans le cours de l'après-midi. Les températures restent néanmoins plutôt douces avec 17 à 18 degrés. On regarde maintenant les horaires des marées pour aujourd'hui. On commence du côté de la Tranche-sur-Mer avec un coefficient de 76 à 73. La première basse mer était cette nuit à 1h02. La prochaine sera donc à 13h16. La première pleine mer, c'était ce matin à 6h41. La prochaine sera donc à 18h54. Au niveau du passage du Gois, le coefficient sera identique. Là aussi 76 à 73. La première basse mer à 1h09 et ensuite à 13h22. La pleine mer, la première était à 6h23. La prochaine sera donc à 18h37. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 6h45 et il se couchera ce soir à 21h19 et nous fêtons aujourd'hui les Sylvains. Bonne fête donc à tous et il est temps de faire un nouveau point sur l'actualité du jour. Voici le journal. Connaissez-vous l'Arénicola marina? C'est un ver marin qui peut sauver des vies. En effet, il possède une molécule permettant de transporter une bien plus grande quantité d'oxygène que chez l'humain. Une molécule découverte par le docteur en biologie marine Frank Zahl qui a fondé la société Emarina afin de l'exploiter et créer différents produits à partir de cette molécule. Des produits qui permettent par exemple de soigner les brûlures mais qui ne sont pas encore mis sur le marché en France. Frank Zahl et son entreprise se sont discrètement installés à Noirmoutier-en-l'Île en 2013 avec un élevage de vers marins, un lieu sensible strictement interdit au public et que nous allons découvrir ensemble ce matin. C'est ici, sur ce site de 13 hectares, que depuis 2013, la société Emarina élève des Arénicola marina, des vers marins dont l'hémoglobine contient une molécule permettant de transporter 40 fois plus d'oxygène que dans le sang humain et dont les applications sont nombreuses. Elle permet par exemple de conserver beaucoup plus longtemps les organes en attente de greffe, mais aussi de soigner les brûlures. Les grands brûlés, quand ils ont de la peau brûlée, toute la microcirculation au niveau de la peau n'apporte plus d'oxygène puisque les vaisseaux n'arrivent plus en fait, au niveau du lit de la plaie, ça cicatrisera jamais et généralement on est obligé d'amputer. Et donc le fait d'avoir greffé cette molécule dans un gel, donc un hydrogel, et ce gel on le met sur la peau, au lieu d'apporter de l'oxygène par la circulation sanguine, mais que ça ne marche pas parce que les vaisseaux sont brûlés, on va l'amener par l'extérieur. On va mettre le gel sur la plaie et là, on va capter l'oxygène de l'air pour aller le délivrer au niveau de la plaie. Et là, on repart dans un process de cicatrisation extrêmement efficace puisque dans la plupart des plaies que l'on a traitées, au bout de 48 heures, il y avait l'étape de ce qu'on appelle la granulation, le redépart en fait, de la cicatrisation qui est mis en place. Frank Zahl n'a pas choisi par hasard la Vendée, et plus particulièrement l'île de Noirmoutier, pour y implanter son élevage de vers marins. Pourquoi ici? Parce qu'ici, on est sur une île. Donc la qualité de l'eau autour de cette ferme était bonne. Et donc pour moi qui travaillais dans le domaine de la santé, il me fallait un environnement extrêmement favorable. Et donc ici, je l'ai trouvé. Et puis ce qui est intéressant, vous l'avez mentionné, c'est qu'ici, il y a une nappe phréatique salée en dessous de nos pieds. Et donc l'eau est à peu près toujours à 13 degrés Celsius. Et donc vous voyez, on parle de réchauffement climatique, on parle d'été, d'hiver, etc. Ici, on peut stabiliser la température des bassins. C'est-à-dire qu'en pompant dans la nappe phréatique, même quand il fait chaud, on peut avoir une température des bassins extrêmement contrôlée. De nombreux pays comme les États-Unis ou la Chine s'intéressent au travail de Frank Zahl et à ses applications médicales.
En janvier dernier, ce sont les victimes de l'incendie de Crans-Montana qui ont pu bénéficier de ces produits. Mais en France, le chercheur est toujours dans l'attente d'une autorisation de mise sur le marché. Un mot rapide maintenant sur les traditionnelles manifestations du 1er mai en Vendée. À l'appel de l'intersyndicale, différentes manifestations se sont déroulées dans le département vendredi dernier. D'après les syndicats, une centaine de personnes y ont pris part au Sables d'Olonne et Chaland, à 150 à Fontenay-le-Comte et 600 à La Roche-sur-Yon, dont une partie venait des autres manifestations citées juste avant. Il n'y a pas eu d'incident particulier. Le Conseil régional des Pays de la Loire continue de déployer son plan haies. En 2026, c'est une enveloppe de 4 millions d'euros qui est consacrée par la région à la plantation de haies. Ces dernières permettent de lutter contre l'érosion sur le littoral et de préserver la biodiversité dans les terres. En 2025, la région avait comme objectif la plantation de 500 km de haies. Ce sont 515 km qui ont été réalisés avec le soutien de la Fédération des chasseurs et de différentes associations. Vraiment pour nous, la haie aujourd'hui, elle a beaucoup d'atouts. C'est l'habitat naturel de notre faune et nos petits insectes et le cycle naturel là aussi entre les plus grosses espèces et les plus petites espèces. Donc ça aujourd'hui c'est évident. Sur le volet eau, il n'y a même plus de démonstration à faire. C'est ce bocage aujourd'hui qui nous permet effectivement de ralentir le cycle de l'eau, d'infiltrer l'eau beaucoup plus dans nos parcelles et de limiter aussi le lessivage de nos sols agricoles. Et effectivement, l'enjeu captation carbone, c'est assez récent, c'est assez nouveau, sauf qu'aujourd'hui on le développe de plus en plus pour dire que plus on va planter, plus on va capter le carbone qu'on émet. Et l'enjeu, effectivement, c'est de revenir à un équilibre entre ce qu'on émet et ce qu'on arrive aujourd'hui à capter. Et quand on dit qu'on arrive à capter, c'est après, derrière ça, comment on développe aujourd'hui l'usage du bois, au travers du bois qui peut servir pour les charpentes, qui peut servir pour les ossatures bois des maisons bois, qui peut servir aussi pour l'isolation avec notamment la laine de bois. Donc l'enjeu aussi, c'est que cette captation de carbone, on ne la relibère pas. Et après, il y a la question énergie, parce que effectivement, le bois reste aujourd'hui une belle source d'énergie locale. Elle a 90 ans et est toujours au sommet. À La Roche-sur-Yon, Eliane a fêté son anniversaire d'une manière peu commune sur un mur d'escalade la semaine dernière. Elle est la doyenne de la section escalade de l'association sportive des retraités lyonnais. Autour d'elle, les 59 membres de la section escalade étaient réunis pour célébrer l'événement dans une très bonne ambiance à la salle Rivoli. Eliane n'est pas une débutante, elle pratique l'escalade depuis l'âge de 76 ans. Une passion parmi d'autres puisqu'elle participe aussi à plusieurs activités sportives proposées par l'association, comme le tennis rebond ou encore le pickleball. Avec une trentaine de disciplines et une moyenne d'âge autour de 70 ans, l'association sportive des retraités lyonnais prouve chaque jour que le sport n'a pas d'âge. Un reportage de Jeanne Bell. À tout juste 90 ans, Eliane grimpe encore au sommet des voies de son club d'escalade. Elle s'est initiée à ce sport il y a une quinzaine d'années. Il y avait une porte ouverte pour venir découvrir l'escalade. Mais j'y suis arrivée, mais en courant. Parce que j'ai dit, je vais pouvoir exaucer. C'était un rêve en quelque sorte, quoi. Mais pour la retraitée, ce n'est pas la seule activité de la semaine. Avec l'association sportive des retraités lyonnais, Eliane a l'embarras du choix. Au total, une trentaine d'activités sont proposées. Le lundi, je fais du tennis rebond. Après, le mercredi, pickleball. Jeudi, escalade. Un emploi du temps bien chargé pour la doyenne de l'association qui force le respect des autres adhérents. C'est un peu la marche à suivre pour tout le monde. Et ça prouve une chose, c'est que l'escalade, c'est pas que pour les hommes. Il faut savoir qu'il y a quand même 45% de femmes à l'escalade. Elle a un passé sportif, elle n'a pas de surpoids, elle a une capacité intéressante, vu son ancienneté sportive. C'est intéressant de voir qu'elle maintient ce niveau-là. Avec une logique de sport santé, la section escalade doit s'adapter aux besoins de son public. Eliane peut donc grimper en toute sécurité. On l'a fait grimper qu'en moulinette, c'est-à-dire que la corde passe dans ce qu'on appelle un wishard en haut et elle est constamment tenue. En cas de chute, elle ne tomberait que de quelques centimètres. C'est quand même moins pénible, moins dangereux que de grimper en tête où il peut y avoir des chutes plus importantes. L'association sportive des retraités lyonnais et ses quelques 1500 adhérents représentent une des plus grandes associations de retraite active en France.
Ils sont 7 âgés entre 18 et 20 ans et ils s'apprêtent à monter sur scène à Paris. 7 apprentis pâtissiers formés au CMA de La Roche-sur-Yon participent au programme Apprentis Scène, un projet original qui mêle théâtre et apprentissage pour mettre en lumière leur futur métier. Pendant plusieurs semaines, ils ont travaillé avec un metteur en scène pour créer un petit spectacle inspiré de leur quotidien en pâtisserie. Objectif pour eux, gagner en aisance à l'oral, savoir gérer le stress et prendre confiance. Prochaine étape, le 12 mai au Théâtre de la Renaissance à Paris, face à d'autres troupes venues de l'ensemble de la France. C'est une mise en avant de leur métier, de faire communiquer sur un des aspects qui n'est pas forcément connu de leur métier, en l'occurrence le pâtissier. Et puis pour eux, individuellement, ça va leur apprendre à travailler certains soft skills comme comment je pose ma voix, comment je me présente, quand je m'exprime, qu'est-ce que je renvoie comme image, puisque ce sont des jeunes qui ont destiné à être des futurs chefs de laboratoire, ils auront des équipes à gérer. Donc la partie communication est très importante, et aussi que ce soit envers sa clientèle, envers leurs collaborateurs. Donc c'est vraiment important qu'ils sachent comment poser leur voix, comment communiquer. L'objectif pour eux sur ces 20 heures, ça va être de travailler sur la scène, l'écriture de la scène, toujours accompagnée par le metteur en scène, et puis après qu'ils répètent de façon à être prêts pour le 12 mai, pour la représentation. La scène qu'on a mise, ça permet de mettre en avant le côté du plaisir en fait, qu'on a dans le métier. J'ai envie de transmettre que la pâtisserie, c'est un métier qu'on fait par passion pour le métier, mais aussi pour des gens qui aiment la pâtisserie et qui aiment se remémorer des bons souvenirs à travers ça. Et ces futurs pâtissiers pourraient peut-être un jour croiser la route de DJ Baguette. Vous avez bien entendu DJ Baguette, ou plutôt Dorian Gamon est un DJ itinérant qui sillonne les boulangeries de France pour mettre l'ambiance et apporter de la bonne humeur dans les commerces. Il était présent en Vendée la semaine dernière à la boulangerie Le Four-Île à Noirmoutier-en-l'Île. Une animation bon enfant qui peut surprendre les clients, mais qui donne aussi le sourire au personnel qui doit assurer le service à ses côtés. L'idée est venue un petit peu par expérience. Moi je suis DJ depuis plus de 15 ans dans mon département qui est la Drôme, et j'ai vu un petit peu les méthodes de sortie évoluer en fonction du Covid, de la conjoncture, et je me suis dit qu'il fallait apporter un petit peu de nouveauté à nos villages et surtout nos commerces. Le village pour moi n'est rien sans la boulangerie. C'est pour cette raison que j'ai décidé de venir dans ce commerce emblématique qui représente notre patrimoine. Aujourd'hui, toutes les boulangeries veulent DJ Baguette et j'en suis tellement fier que ce personnage ait pu s'exporter partout en France. Ça continue sur mes réseaux sociaux, c'est très fort, où j'ai toutes les boulangeries qui m'envoient un message quasiment quotidiennement. Et donc j'essaye de répondre au mieux et puis distribuer cette joie sans frontières. Je veux justement permettre à tous ces boulangers de me contacter, de bénéficier de cette animation et de travailler un petit peu l'esprit léger, d'avoir un petit peu un reboost au quotidien. C'est des métiers qui n'arrêtent pas. Et aujourd'hui, on s'accorde une petite pause. C'est la fin de ce journal. Il est temps de refaire ensemble un point complet sur votre météo de la matinée, avec un ciel nuageux ce matin sur l'ensemble du département. Ciel annonciateur de pluie pour cet après-midi. Concernant donc les températures ce matin, comptez 7 degrés au niveau des herbiers de Montée du Vendée, 8 à La Roche-sur-Yon et La Châtaigneraie, ainsi que Fontenay-le-Comte, 9 degrés dans le sud du département, 10 du côté de Noirmoutier, Chaland, Beauvoir-sur-Mer, les Sables d'Olonne ou encore la Tranche-sur-Mer et 11 degrés du côté de l'Île-Dieu. Voici maintenant le plus de l'info du jour. Et ce matin, le plus de l'info est consacré au congrès annuel de l'AVEL, l'association vendéenne des élus du littoral, un congrès qui s'est déroulé récemment du côté des Sables d'Olonne. Mais qu'est-ce que l'AVEL? Quelles sont ses missions? Eh bien, réponse entre autres de François Blanchet, le président de l'AVEL en Vendée. L'AVEL est une vieille association qui rassemble la trentaine de communes qui sont sur le littoral vendéen. Le but de l'AVEL, c'est de fédérer tous les maires, de fédérer tous les élus de ces différents territoires, surtout que là, on a des nouveaux maires qui sont arrivés. Et puis le but, c'est de les aider et de leur apporter une expertise sur les différents sujets qui touchent le littoral vendéen. Donc à la fois l'érosion du trait de côte, le tourisme, les assurances des communes, les éoliennes en mer, la planification maritime, etc., etc., pour pouvoir fédérer tous ces élus et pour pouvoir essayer d'être plus forts en se disant que à tous, on est certainement plus fort que si on agit chacun dans notre coin.
Les axes prioritaires, c'est bien sûr la stratégie de recul du trait de côte avec l'érosion marine, voilà, qui nous occupe en ce moment, et le fait qu'on demande, nous, la création d'un fonds d'érosion côtière pour pouvoir aider les communes littorales. Donc on appelle l'État à prendre ses responsabilités sur ce sujet-là, en disant on a besoin d'État et tout seul on n'y arrivera pas. Donc il faut que l'État nous aide, et donc c'est un petit peu le sujet de la journée et le sujet de l'après-midi. C'est une vraie opportunité ici de venir au congrès pour pouvoir un peu partager, entendre aussi un peu des points de vue. Il y a des tables rondes, enfin un certain nombre de sujets qui nous intéressent au premier chef, puisqu'on est directement concerné par tout ça. À quelles problématiques vous faites face ? Alors la montée des eaux principalement, le pluvial évidemment, enfin il y a plein de thématiques qui correspondent évidemment à l'île de Noirmoutier. L'Ifremer lance un tour de France pour aller au contact des élus, et ce type d'événement organisé par les élus du littoral vendéen, c'est la première fois qu'on y participe. C'est important pour l'Ifremer parce que l'Ifremer est un institut scientifique qui produit un certain nombre de connaissances sur le monde marin, sur le littoral, et c'est important de venir exposer nos connaissances, notre expertise aux élus qui prennent des décisions derrière pour la vie des Français. Nous, typiquement, sur notre plateforme expérimentale à Bouin, en Vendée, puisqu'on est en Vendée, on travaille beaucoup sur la qualité de l'eau et le traitement de l'eau de mer, puisqu'en fait, les professionnels aujourd'hui, pour des périodes à risque, des périodes clés dans leur activité, notamment fêtes de fin d'année, s'organisent de plus en plus pour sauvegarder leur production et leur stock avant commercialisation. Et nous, on a beaucoup travaillé avec eux sur le traitement de l'eau de mer, c'est-à-dire comment faire en sorte que les bassins de stockage dont ils disposent soient alimentés avec une eau de mer purifiée, traitée, sans micro-organismes qui pourraient rendre malades soit les animaux, soit les consommateurs. Et voici pour ce plus de l'info consacré donc au congrès annuel de l'AVEL, l'association vendéenne des élus du littoral, présidée par François Blanchet, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Comme tous les lundis, il est temps maintenant de faire un point sur l'actualité sportive du week-end. Au programme de votre journal des sports aujourd'hui, un point sur le championnat de N2 en foot avec le match nul de La Roche-sur-Yon à la fin de saison également pour le FCY en Fédéral 2 de rugby, et puis un match des adieux pour le RVBC en basket, un journal des sports qui vous a été préparé par Paul Deswatines. C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. On débute par du football et La Roche qui a fait 0-0 contre Granville en National 2, tandis que les Girondins, dans le même temps, ont gagné 2-1 contre Bayonne et reviennent donc à seulement 1 point des Lyonnais. Il reste encore 2 matchs à jouer avant la fin du championnat et aucun faux pas pour les Lyonnais. En rugby, le FCY jouait un match de barrage sec contre le club de Coarazney dans les Pyrénées. Et les Rouges et Blancs rentrent bien dans leur match après 2 pénalités transformées. C'est Emilien Grino qui permet aux siens de prendre le large après cet essai transformé, 13-3. Mais les Lyonnais se font surprendre juste avant la mi-temps par un essai qui permet à leurs adversaires de revenir à 5 points. Et au retour des vestiaires, les visiteurs vont bien mieux rentrer dans cette seconde période. Ils refont dans un premier temps leur retard sur pénalité avant à l'heure de jeu d'inscrire un essai transformé et de prendre le large 21-13. En face, les Lyonnais n'ont pas mis leur pénalité, mais ils ne lâchent rien et à 3 minutes de la fin du match, un essai transformé permet d'y croire. Avec seulement un petit point de retard, les Lyonnais vont remonter 60 mètres. Mais sur cette mêlée, l'arbitre siffle à la fin du match. Grosse déception pour les Lyonnais qui s'inclinent seulement d'1 point à 20-21. Beaucoup de déceptions, oui et non. En fait, on a ce qu'on mérite aujourd'hui. J'ai envie de dire, on a l'occasion 1000 fois de marquer en première mi-temps et puis au final, on les laisse dans le match. Et au final, derrière, c'est une équipe qui lâche rien avec beaucoup d'engagement, d'ADN, on le savait. Et voilà, on a que ce qu'on mérite aujourd'hui. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est que voilà, félicitations à cette équipe de Naï. Puis on a pas mal d'occasions de marque, on les break plusieurs fois et on n'arrive pas à aller au bout. Donc voilà, c'est simplement logique. Si on avait un peu moins de suffisance, peut-être qu'on aurait mis les actions au bout et le match, il n'y aurait rien à dire.
En basket, le RVBC recevait Toulouse pour la 3e journée des Playdowns de Wonder League. C'était le dernier match à domicile des Tigresses, un match avec beaucoup d'émotions, avec l'annonce du départ de Valentin Garot et de Louise Prénaud. Et sur le parquet, les Lyonnaises sont dans le match, même si elles perdent le premier quart-temps. Elles reviennent très bien dans le second, juste avant la mi-temps. Les Toulousaines n'inscrivent que 7 points et c'est bien le RVBC qui est devant à la mi-temps 39-36. Au retour des vestiaires, les Tigresses restent dans le match, même si elles perdent le 3e quart-temps d'un petit point, elles restent devant avant de s'écrouler dans le dernier quart-temps. Seulement 6 points inscrits, 23-6 et Toulouse qui remporte ce match de 15 points, 77-62. Évidemment que c'est un match qui n'est pas facile parce que moi je voulais qu'on le gagne pour plusieurs raisons. Parce que déjà sportivement, la saison n'est pas finie si on parle de maintien sportif. Parce qu'avec une victoire contre Toulouse, et après si Angers perd tous ses matchs d'ici là, on aurait pu espérer un maintien sportif contre Angers là-bas. Après il est particulier dans plusieurs aspects, déjà le contexte du match. Je suis revenu, voilà, c'était mon dernier avant un départ officialisé à Montpellier. Les petites jeunes qu'il y avait sur le banc, c'était des joueuses que j'ai vues arriver, que j'ai recrutées, que j'ai fait venir de différentes villes de la Vendée, donc toujours un sentiment un peu spécial. En handball, les Lyonnaises du RVHB jouaient leur premier match des finalités et elles se sont inclinées 32-25 à Bègles. Enfin, un mot de rink hockey, la Vendéenne s'est inclinée 4-0 à Dinan-Quévert et reste 3e à désormais 4 points du leader. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45. 38 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end. Merci Paul Deswatines pour ce journal des sports et puis vous retrouvez également aujourd'hui l'entretien sport, entretien cette semaine avec Patrice Besson, le président du comité de tennis de Vendée. Et voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Trésor caché que vous retrouverez demain. Émission consacrée donc cette semaine à l'histoire de Jeanne de Belleville. Direction donc la commune de Belleville-sur-Vie, commune déléguée de Bellevigny, avec Marion Blanchet. Jean-Luc, pendant cette émission, on va parler de cette femme. Je pense que Jeanne a marqué le territoire. Toi, oui. Comment tu as appris son histoire ? Alors son histoire, on l'a découvert en équipe, de la commission culture du mandat précédent. On a travaillé le sujet, alors on s'est beaucoup documenté, documenté auprès d'un livre, monographie bellevilloise, aussi d'un roman sur Jeanne de Belleville, la tigresse bretonne d'Élie Durel, et surtout le livre par Astrid de Belleville, qui est une jeune étudiante qui à l'école d'Angers, qui apprend un master sur l'histoire médiévale. Et là, Astrid de Belleville, c'est une descendante directe de Jeanne de Belleville. Super intéressant. Donc, elle a fait son mémoire sur son aïeul. On va pas plus loin, Jean-Luc. Voilà. On garde le suspense, on continue ça. On continue. Donc on parle de cette femme, Jeanne de Belleville. Quelle est sa vie ? Quel est son devenir à cette Jeanne ? Alors, elle est née en 1300 et dès 1313, on la marie, et elle se marie avec Geoffroy de Châteaubriand. Premier mariage, elle a 2 enfants. Elle perd son mari Geoffroy de Châteaubriand en 1326. Okay. Elle rencontre Olivier IV de Clisson, château de Clisson, la seigneurie de Clisson, ce sont les voisins. Oui. Et donc ils tombent amoureux tous les deux, et ils se marient en 1330. Alors il faut savoir que, selon les chroniques, Jeanne de Belleville, c'est une très belle femme, donc ils tombent amoureux tous les deux et ils vont vivre 11 années de bonheur en fait. Alors, il y a une suite après, c'est là que commencent les soucis, les problèmes de Jeanne. Donc on va pas plus loin, on les garde un peu, on marche, Jean-Luc. Tout à fait. Parti. Et rendez-vous donc demain sur TV Vendée pour découvrir ce nouveau numéro de Trésor caché et cette histoire surprenante de Jeanne de Belleville que l'on surnommait la lionne de Belleville. Voici maintenant Café Cuisine.
Et avant de passer à la question de la semaine, bravo donc à Maxime qui réside du côté de Vendrennes, qui a remporté le café cuisine de la semaine dernière. Cette semaine a gagné 4 chèques cadeaux d'une valeur de 10 € offerts par l'association Les Vitrines du centre-ville de La Roche-sur-Yon. Pour espérer remporter donc ces 4 chèques cadeaux, eh bien, il faut trouver la réponse à la question de la semaine que voici. Quel monument historique français sous forme de réplique Philippe Mindron exposera-t-il au festival américain The Burning Man? Et voici le premier indice donc de la semaine, la construction de la version originale, je dis bien la version originale de ce monument, s'est achevée en 1889. Je répète, la construction de la version originale de ce monument s'est achevée en 1889. Vous connaissez bien sûr le principe de Café Cuisine, vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour tenter votre chance. Pour cela, rendez-vous donc sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale, où vous retrouvez la question et l'ensemble des indices jour après jour. Je vous rappelle une dernière fois la question: quel monument historique français sous forme de réplique Philippe Mindron exposera-t-il au festival The Burning Man aux États-Unis? Et donc vous avez jusqu'à vendredi pour tenter votre chance et remporter peut-être ces 4 chèques cadeaux d'une valeur de 10 € offerts par les vitrines du centre-ville de La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle édition. Et l'actualité revient à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Très bonne journée à toutes et à tous. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to